Nous sommes où? Levez-vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous lever. On vous écoute. Je voulais savoir pour Rousse, pourquoi vous avez fait un monde sans hommes? Sans humain, précisément. Sans humain. Au départ, c'était pour décrire que des animaux, donc je me suis dit, il n'y aura pas d'hommes. Et puis il s'avère que je me suis aperçu que ces humains, ils avaient disparu, non pas comme ça par un hasard extraordinaire, ils avaient disparu par leur propre faute. Il faut savoir que le titre initial de ce roman, c'est Le nuage de Tchernobyl. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tchernobyl, mais on a plus que frôlé, on a atteint un certain degré de catastrophe. Et c'est ce que je voulais dire, que si on continue comme ça, on va s'anéantir. Nous, les humains, parce que je pense que la Terre elle-même, que ce soit les plantes ou les animaux, ils mettront peut-être un temps à s'en remettre, mais ils s'en remettront. Donc vous êtes là, tous les jeunes, il faut vous battre, hein, parce que moi, personnellement, à l'âge que j'ai, je pense que je vais passer à travers, mais vous y allez droit devant, et il va falloir vous battre, sérieusement. Sérieusement. Si vous ne voulez pas disparaître, si vous ne voulez pas finir en face plate. Waouh! On compte sur vous. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel et j'avais une question pour les auteurs de Carcajou. Ok. Est-ce que votre œuvre a un côté écologique? Oui, un petit peu, on en a parlé tout à l'heure. Après, je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, c'est que c'est avant tout une histoire de fiction, mais qui donne des pistes de réflexion. Et on a choisi de la situer à un endroit de bascule dans justement l'emballement de l'industrialisation du monde et de l'exploitation des ressources. Donc oui, il y a un thème un peu comme ça. D'ailleurs, tous les personnages qui sont avides d'accaparer des ressources qui, en plus, à la base, sont sur des terres qui ne leur appartiennent pas forcément, on voit les conséquences ensuite sur leur psychologie, sur leur entourage. Et ça peut être vu, tout ça, un peu comme une métaphore, en fait, de ce que l'avidité de certains industriels, par exemple, provoque collectivement autour d'eux. La petite ville de Sinergøl, ça pourrait représenter un pays, voire le monde entier. Il y a des conséquences un peu sur tout le monde, quoi. Rebonjour, je m'appelle Philomène. Donc j'ai une question pour les autrices de l'Appel de mai. Pourquoi les combats comme ça, qui sont quand même très présents dans la société et depuis plusieurs années, sont si peu représentés et connus du public? Parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont été totalement oubliées, éclipsées de l'histoire, alors qu'elles ont fait des combats quand même très présents pour l'émancipation de la femme et qui ont beaucoup aidé, quoi. Waouh! Merci beaucoup, très belle question, très importante. Pourquoi les femmes sont-elles invisibilisées par l'histoire? Qui écrit l'histoire? Voilà, premier élément de réponse. Les gagnants. Voilà, qui sont les hommes, la plupart du temps. Ce qui est fort dans cette histoire de grève, je trouve, c'est que ces femmes, elles ont réussi à faire peur à tout le monde. Encore une fois, elles étaient non violentes. Mais elles ont fait trembler le pouvoir sur toutes les couches, c'est-à-dire du micro vers le macro. C'est-à-dire elles ont fait d'abord peur à leurs maris, qui se sont dit « Oh là là, mais elles vont gagner plus que nous, c'est pas possible ». Les femmes qui gagnaient leur vie à l'époque, on considérait qu'elles avaient juste un salaire d'appoint. C'était accessoire. Elles ont fait peur au directeur de l'usine, aux surveillants, elles ont fait peur au préfet de police, au maire de Marseille. Alors le député non, parce que le député était de leur côté, le préfet d'ailleurs aussi. Elles ont fait trembler jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Et tout ça en 12 jours seulement. Il y a plein d'autres exemples comme ça dans l'histoire. Il faut bien se mettre en tête que les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en allant voter. Bien évidemment, donc il a fallu faire autrement. Il y a une histoire, alors que je ne connais pas très bien, mais il y a une BD là-dessus aussi, si ça vous intéresse, sur les suffragettes qui se sont battues pour le droit de vote et qui pratiquaient un art martial. Alors je ne sais plus lequel c'est, si c'est le kung-fu, s'il y avait du nunchaku avec, là, ou des objets comme ça. Mais en tout cas, voilà, parfois, elles se saisissent aussi d'outils qu'on n'attendait pas d'elle, en venant d'elle. Donc parfois, il y a aussi une forme de prise de pouvoir, et je pense que si on en garde si peu trace, c'est que ça fait peur parce que ça renverse la table.
On vit dans une société, dans des sociétés patriarcales depuis longtemps. Et ça fait bien évidemment très peur quand ce pouvoir est remis en question, même si c'est à petite échelle, dans le cadre d'une usine, ça a eu un retentissement beaucoup plus grand. Et votre question, elle est très pertinente. Moi, quand j'ai appris l'histoire de cette grève, je me suis dit, c'est incroyable qu'on ne le sache pas plus. La friche Belle de Mai, c'est un lieu qui est hyper connu à Marseille. Combien de gens savent que c'était une manufacture des tabacs et qu'il y avait uniquement des femmes qui y travaillaient? Pas beaucoup, c'est très peu su, d'où l'intérêt aussi de raconter ces histoires et de les transmettre. Et ça aurait pu être finalement un roman aussi, mais vous avez décidé de le traduire en bande dessinée. Ça aussi, c'est intéressant. Comment aujourd'hui on traduit l'oubli en images finalement? Parce que cette histoire était, comme tu l'as dit, oubliée. Vous avez 4 heures pour... Non, mais quand même, là, je voulais rajouter avec ce que tu dis, c'est aussi au quotidien, en fait, l'histoire, elle disparaît. On est tous aussi responsables de ça. Il y a des chemins politiques, sociaux, qui font que l'histoire disparaît. Mais nous, tous les jours... quand on discute ou qu'on parle de certaines choses, on va avoir tendance à nommer plutôt, par exemple pour la lecture, ou on va nommer plutôt des hommes. En classe, en histoire, on va suivre, par exemple, des livres, des choses qui ont été conditionnées. C'est des questions sociales et politiques. Et en fait, chacun a la responsabilité dans ces conversations de nommer des femmes. Ça participe à les laisser vivantes, et c'est pas facile parce que, par exemple, moi, depuis que je suis toute petite, ce que j'ai appris à l'école, c'est quand il s'agit de citer des romancières, des comédiennes, des illustratrices, des dessinatrices, des artistes, des sculptrices. En fait, les premiers mots qui viennent, c'est des noms d'hommes. Donc à nous, chacun, de participer à faire vivre toutes celles qui existent, parce que en plus, on est dans une période où il y a beaucoup d'ouvrages où on peut retrouver de noms des femmes oubliées. Et donc voilà, il faut les citer. J'ai une petite anecdote, mais qui est assez frappante. Je ne pourrais pas développer beaucoup parce que je n'en sais pas plus. Vous avez tous entendu le nom de Einstein, ce physicien, prix Nobel, qui a inventé plein de choses, et pas forcément les meilleures. On est peu à comprendre vraiment ces théories, mais la théorie de la relativité, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez entendu? Et ben, en fait, ce serait sa compagne qui aurait été à l'origine de la théorie de la relativité. Sa compagne était physicienne, elle était brillante, et elle a fini abandonnée. Elle a fini sa vie dans une extrême pauvreté. Et voilà, bon, c'est très difficile aujourd'hui de faire ressurgir des sources et d'honorer sa mémoire, mais il faut rester vigilant aussi sur tout ça.